Je pensais qu'il était paranoïaque quand le frère de ma fiancée a dit: Elle t'épouse pour voler ton héritage. Gareth m'a coincé lors de la fête de fiançailles dans le couloir étroit menant à la cave à vin de mes parents. Sa main serrait mon épaule assez fort pour laisser des marques. Son haleine sentait le scotch qu'il buvait depuis notre arrivée. Il m'a attiré près de lui et a chuchoté ces mots directement dans mon oreille, sa voix pressante et désespérée. Elle t'épouse pour voler ton héritage, Owen. Je mène une enquête sur elle depuis 3 mois et elle n'est pas celle qu'elle prétend être. J'avais ri et je l'avais repoussée, supposant qu'il s'agissait d'une blague tordue, ou peut être de la jalousie parce que son frère cadet se mariait avant lui. Gareth avait toujours été intense, toujours méfiant envers les motivations des gens, voyant toujours des conspirations là où les gens normaux voyaient des coïncidences. La fête se poursuivait dans la salle principale où Nathalie charmait tout le monde comme elle le faisait toujours. Elle portait la robe émeraude que je lui avais achetée le mois dernier, celle qui rendait ses yeux incroyablement verts. Elle parlait à ma mère des arrangements floraux du mariage, riant de quelque chose que ma tante avait dit, étant la parfaite future belle-fille. Mon père se tenait près de la cheminée avec ses partenaires commerciaux, jetant de temps en temps un coup d'œil à Nathalie avec l'expression qu'il réservait habituellement aux investissements réussis. J'avais fait ma demande il y a 6 semaines après 8 mois de relation, et tout le monde s'accordait à dire que nous étions le couple parfait. Elle était infirmière en pédiatrie et faisait du bénévolat dans des cliniques gratuites. J'étais un ingénieur logiciel qui venait de vendre sa start-up pour 32 millions de dollars. Gareth m'a suivi dans la pièce principale et a réessayé, m'attirant cette fois vers la cuisine. Owen, je suis sérieux. Son nom n'est même pas Nathalie Westbrook. J'ai engagé un détective privé après avoir remarqué des incohérences dans ce qu'elle nous disait sur son passé. Elle est en fait Nathalie Winters, de Sacramento, et elle a l'habitude de cibler les hommes riches. Je lui ai dit d'arrêter, qu'il s'embarrassait et insultait la femme que j'aimais. Je lui ai demandé de partir s'il ne pouvait pas me soutenir. Gareth m'a fixé pendant un long moment avant de hocher lentement la tête et de sortir sans dire au revoir à personne. Ma mère a demandé ce qui s'était passé et j'ai dit que Gareth ne se sentait pas bien, le couvrant comme je le faisais depuis que nous étions enfants. Le lendemain matin, Gareth m'a envoyé un SMS avec une pièce jointe. Le message disait: Regarde ça avant de l'épouser. Je suis ton frère et j'essaie de te protéger. J'avais supprimé le message sans ouvrir le fichier. J'étais fatiguée de sa paranoïa et de son besoin de saboter tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Quand nous étions adolescents, il s'était convaincu que ma petite amie me trompait sur la base de rien d'autre que son instinct. Il l'avait suivie en ville en prenant des photos jusqu'à ce que ses parents menacent d'appeler la police. Il s'est avéré qu'elle planifiait une fête surprise pour mon anniversaire. Gareth ne s'était jamais excusé, insistant simplement sur le fait que ses instincts étaient généralement bons et que cette fois-là, il s'était trompé. Nathalie a remarqué que quelque chose n'allait pas quand je l'ai récupérée pour le brunch ce samedi-là. J'étais distrait en pensant aux accusations de Gareth malgré mon envie de les écarter complètement. Elle m'a demandé si j'allais bien et j'ai fait l'erreur de lui parler de ce que Gareth avait dit. Son visage est devenu pâle et ses mains ont commencé à trembler. Elle m'a demandé si je le croyais et je l'ai immédiatement rassurée, lui disant que non, que Gareth avait toujours été paranoïaque et méfiant. Elle s'est mise à pleurer alors, de vraies larmes qui ont fait couler son mascara. Elle a dit qu'elle avait grandi en famille d'accueil et qu'elle avait changé de nom légalement à ses 18 ans pour s'éloigner de la réputation de sa famille biologique. Elle a dit que Westbrook était le nom de jeune fille de sa mère d'accueil, la femme qui avait été le seul vrai parent qu'elle ait jamais connu. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait, et je me suis sentie comme la pire personne au monde pour avoir ne serait-ce qu'un instant douté d'elle. Elle a expliqué que son enfance avait été difficile, que ses parents biologiques étaient impliqués dans la drogue et le crime, qu'elle avait passé des années dans le système, déplacée de foyer en foyer. Elle a dit qu'elle avait travaillé incroyablement dur pour se construire une nouvelle vie et une identité, faisant ses études d'infirmière grâce à des bourses et des prêts étudiants, faisant du bénévolat pendant son temps libre pour redonner aux communautés comme celle d'où elle venait,
Elle a dit qu'elle ne parlait jamais de son passé parce que c'était douloureux et qu'elle avait passé tellement de temps à essayer de le laisser derrière elle. Je me suis excusée d'avoir abordé le sujet et je lui ai promis que l'opinion de Gareth ne signifiait rien par rapport à ce que je savais de son caractère. Nous sommes allés bruncher et elle est restée silencieuse, picorant sa nourriture. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en parlant des destinations de lune de miel, lui demandant si elle préférait l'Italie ou la Grèce. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Elle a dit que nous devrions être reporté le mariage, qu'elle ne voulait pas causer de problème entre mon frère et moi. J'ai immédiatement refusé, disant que nous nous marierions dans 3 mois comme prévu et que Gareth l'accepterait ou manquerait le mariage. Elle m'a serré la main et a dit qu'elle m'aimait plus que tout, que me rencontrer avait changé sa vie entière. Avec le recul, je réalise maintenant qu'elle avait choisi ses mots très soigneusement. 2 semaines plus tard, ma grand-mère est décédée. Elle avait 93 ans et déclinait depuis des mois. Ce n'était donc pas inattendu. Ce qui était inattendu, c'était de découvrir qu'elle m'avait laissé toute sa succession dans son testament. 2 millions de dollars en espèces et en placements, plus sa maison à Pacific Heights d'une valeur d'au moins 4 millions. Mes parents étaient déjà riches et ma grand-mère savait que je prévoyais de lancer une autre entreprise. Elle m'avait dit il y a des années qu'elle voulait que j'aie les ressources nécessaires pour prendre des risques et construire quelque chose de significatif. L'héritage me serait transféré 30 jours après son décès. Une fois toutes les formalités administratives terminées. Nathalie m'avait soutenue pendant les funérailles, parfaite dans sa sympathie et sa grâce. Elle m'avait tenu la main pendant le service et m'avait apporté des repas à mon appartement quand j'étais trop accablée par le chagrin pour cuisiner. Elle m'avait aidé à trier les affaires de ma grand-mère et avait organisé les documents de succession. Elle a suggéré d'avancer la date du mariage au mois prochain au lieu d'attendre 3 mois de plus. Elle a dit que la vie était courte et que nous ne devrions pas perdre de temps quand nous savions ce que nous voulions. Elle a dit que se marier entouré de sa famille pendant cette période difficile aiderait à la guérison. J'ai accepté parce que cela semblait logique et parce que je voulais qu'elle soit ma femme. Gareth n'a pas assisté aux funérailles. Il a envoyé des fleurs, mais ne s'est pas présenté, et ma mère était furieuse contre lui. Je l'ai appelé ce soir-là, et il a répondu dès la première sonnerie. « Owen, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que tu es en deuil et je sais que le moment est mal choisi, mais tu dois voir ce que j'ai trouvé avant de l'épouser. » Le détective a découvert quelque chose sur la raison pour laquelle elle t'a ciblé spécifiquement. Je lui ai raccroché au nez. J'en avais fini avec ses théories du complot et son incapacité à être heureux pour moi. Mon thérapeute avait dit que le comportement de Gareth suggérait une profonde insécurité et un possible trouble de la personnalité. Il avait toujours eu besoin d'être le centre de l'attention et ne supportait pas quand de bonnes choses arrivaient aux autres. Les préparatifs du mariage se sont accélérés. Nathalie avait tout pris en charge, réservant le lieu dans un magnifique domaine de la vallée de Napa, engageant le traiteur et le photographe, envoyant les invitations. Elle a dit qu'elle voulait s'occuper des détails pour que je puisse me concentrer sur mon deuil et la gestion de la succession de ma grand-mère. J'ai été reconnaissant de son attitude proactive, surtout pendant une période où je pouvais à peine me concentrer sur quoi que ce soit. Ma mère avait aidé pour la liste des invités et mon père avait proposé de tout payer, mais Nathalie avait insisté pour que nous partagions les frais équitablement. Elle a dit qu'elle voulait que notre mariage commence sur un pied d'égalité, que le fait d'accepter l'argent de mes parents créerait un mauvais précédent. 3 semaines avant le mariage, Nathalie m'a suggéré de l'ajouter comme cotitulaire sur mes comptes bancaires. Elle a dit que cela faciliterait la gestion des dépenses du mariage et que les couples mariés devraient partager leurs finances complètement. Elle a dit que ses parents avaient toujours gardé des comptes séparés et que cela avait causé des problèmes dans leur mariage. Des problèmes de confiance et des disputes d'argent. J'ai hésité parce que quelque chose dans le timing me semblait étrange, mais elle a semblé blessée par ma réticence. Elle m'a demandé si je ne lui faisais pas confiance et m'a rappelé que dans 4 semaines, nous serions légalement mariés de toute façon et que nous partagerions tout. Elle a dit que le faire maintenant montrerait que j'étais pleinement engagée dans notre partenariat.
J'ai ajouté son nom à mon compte chèque qui contenait 50 000 $, mais j'ai gardé mon compte d'épargne et d'investissement séparé pour le moment. Une semaine plus tard, j'ai remarqué que 30 000 $ avaient été transférés de notre compte chèque joint vers un compte que je ne reconnaissais pas. Quand j'en ai parlé à Nathalie, elle a dit qu'elle l'avait transféré sur un compte d'épargne à haut rendement pour gagner plus d'intérêt pendant que nous épargnions pour les frais de mariage. Elle a dit qu'elle avait l'intention de me le dire mais qu'elle avait oublié dans le chaos de la planification du mariage. Elle m'a montré le relevé de compte avec nos 2 noms répertoriés et l'argent était effectivement là, générant des intérêts. Je me suis excusée d'avoir été méfiant et elle a dit qu'elle comprenait, que le deuil rendait parfois les gens paranoïaques. Elle a suggéré que je parle à mon thérapeute de mes problèmes de confiance avant qu'ils ne nuisent à notre relation. Gareth s'est présenté à mon appartement à l'improviste un dimanche matin. J'ai ouvert la porte pour le trouver tenant un dossier manille épais, rempli de documents. Ses yeux étaient injectés de sang comme s'il n'avait pas dormi et il semblait avoir perdu du poids. Owen, je t'en supplie, regarde juste ça avant de l'épouser. Si tu veux toujours maintenir le mariage après avoir vu ce qu'il y a dans ce dossier, je n'en reparlerai plus jamais. Je m'excuserai auprès de vous deux et j'admettrai que j'avais tort. Je lui ai dit que ces théories du complot ne m'intéressaient pas et j'ai commencé à fermer la porte. Il a mis son pied dans l'entrebâillement et a dit « Son vrai nom est Natalie Winters et c'est ses 4e fiançailles avec un homme riche. » Les 3 autres se sont soldés par la perte de sommes d'argent importantes pour ces hommes. J'ai saisi le dossier et je lui ai dit de partir. Je ne l'avais pris que pour le faire partir, prévoyant de le jeter à la poubelle dès qu'il serait parti. Mais après son départ, je me suis retrouvée à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés, des photographies et des rapports de détective. La première page était un permis de conduire de Caroline du Nord de 2018 montrant le visage de Nathalie, mais avec le nom Natalie Winters et une adresse à Sacramento. La deuxième page était un article de journal sur un promoteur immobilier nommé Philip Thornton qui avait été fiancé à une femme nommée Natalie Winters. L'article datait d'il y a 3 ans et comprenait une photo. C'était sans aucun doute Nathalie, ses cheveux étaient plus courts mais son visage était reconnaissable. Selon l'article, Philip Thornton avait accusé Natalie Winters de lui avoir volé 300 000 $ pendant leur fiançailles. Elle l'avait convaincue d'investir dans une fausse opportunité immobilière gérée par son soi-disant oncle. L'argent avait disparu et Nathalie aussi. Philippe avait déposé plainte, mais Nathalie n'avait jamais été inculpée car il ne pouvait pas prouver qu'elle savait que l'investissement était frauduleux. L'article citait Philippe disant « Elle était l'amour de ma vie et elle m'a détruit financièrement et émotionnellement. Je veux prévenir les autres hommes que cette femme est dangereuse. » Je me suis sentie glacée en lisant cela, mais je me suis dit que ce devait être une erreur. Être que cette Natalie Winters ressemblait simplement à ma Nathalie. J'ai tourné la page et j'ai trouvé un autre article de journal, celui-ci provenant de Seattle il y a 2 ans. Un cadre technique nommé David Nguyen avait été fiancé à une femme nommée Natalie Winters qui l'avait convaincu de l'ajouter à ses comptes bancaires 3 semaines avant le mariage. Elle avait retiré 200 000 $ et avait disparu la veille de la cérémonie. David avait porté plainte et un mandat d'arrêt avait été lancé contre elle dans l'État de Washington. La photo montrait ma Nathalie portant des vêtements différents mais avec le même sourire. Il y avait d'autres articles. Un médecin de Portland qui avait perdu toutes ses économies à cause d'une femme nommée Natalie Winters. Un avocat de Denver qui avait découvert que sa fiancée était en fait Natalie Winters utilisant une fausse identité. Dans chaque cas, le schéma était identique. Elle ciblait des hommes célibataires riches, créait une histoire élaborée sur un passé difficile, précipitait la relation vers le mariage, accédait à leurs finances et disparaissait avec autant d'argent qu'elle pouvait en prendre. Le rapport du détective privé estimait qu'elle avait volé plus d'1 million de dollars à diverses victimes au cours des 5 dernières années. Mes mains tremblaient en lisant les preuves. Le détective avait suivi ses mouvements dans plusieurs États en utilisant divers pseudonymes. Natalie Westbrook, Natalie Warner, Natalie Wade. Elle avait changé de coiffure et de style entre chaque identité,
mais son visage était toujours reconnaissable. Le rapport incluait son véritable passé, né à Sacramento de parents de classe moyenne, qui étaient toujours en vie et confus de savoir pourquoi leur fille avait dit aux gens qu'ils étaient morts ou criminels. Elle n'avait jamais été en famille d'accueil. Elle n'avait jamais été infirmière en pédiatrie à l'hôpital où elle prétendait travailler. Le détective avait vérifié et personne de ce nom ou de cette description n'y était employé. J'ai appelé l'hôpital directement et j'ai demandé à parler à Nathalie Westbrook en pédiatrie. La réceptionniste a dit qu'il n'avait aucun employé de ce nom. Je l'ai décrite et la réceptionniste s'est excusée en disant que je devais me tromper d'hôpital. Je me suis assis sur mon canapé, fixant mon téléphone, essayant de comprendre ce que cela signifiait. La femme que j'avais prévu d'épouser dans 2 semaines était une escroc professionnelle qui m'avait systématiquement piégée pour voler l'héritage de ma grand-mère. Chaque moment de notre relation avait été une manipulation calculée conçue pour gagner ma confiance et accéder à mon argent. J'ai appelé ma banque immédiatement et j'ai demandé à geler tous mes comptes. La représentante a dit qu'elle traiterait la demande, mais qu'il faudrait 24 heures pour que le gel prenne effet. J'ai posé des questions spécifiques sur le compte chèque joint et elle a dit qu'il n'y avait aucune transaction en attente. Le solde était actuellement de 20 000 $. J'ai posé des questions sur les 30 000 $ qui avaient été transférés sur le compte d'épargne à haut rendement. Elle a demandé le numéro de compte et je l'ai lu sur le relevé que Nathalie m'avait montré. Après un moment de frappe, la représentante a dit qu'elle n'avait aucune trace d'un compte avec ce numéro lié à mon numéro de sécurité sociale ou à celui de Nathalie. Le compte que Nathalie m'avait montré était faux. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble d'appartement de Nathalie à l'autre bout de la ville. Elle avait gardé son propre logement même si elle restait chez moi la plupart du temps, disant qu'elle voulait garder une certaine indépendance jusqu'à ce que nous soyons officiellement mariés. Je trouvais cela charmant et mature. Maintenant, je réalisais qu'elle avait besoin d'un espace séparé pour maintenir son autre identité. Le gérant de l'immeuble a été utile quand j'ai expliqué que j'étais le fiancé de Nathalie et que j'avais besoin de la joindre d'urgence. Il a dit qu'elle avait donné son préavis il y a 2 semaines pour quitter les lieux à la fin du mois. Il a dit qu'elle semblait impatiente de rompre le bail plus tôt et qu'elle avait payé la pénalité sans broncher. Je suis retournée à mon appartement et j'ai regardé le dossier de mariage que Nathalie avait organisé si efficacement. Elle avait géré toutes les communications avec les prestataires en utilisant son adresse e-mail et son numéro de téléphone. J'ai commencé à appeler les prestataires et j'ai découvert que la plupart des dépôts que nous étions censés avoir payés n'avaient pas été versés. Le lieu de réception a dit avoir reçu un acompte initial de 5 000, mais attendait toujours le solde de 15 000, dû la semaine prochaine. Le traiteur a dit la même chose. Petit dépôt payé, mais solde important impayé. Nathalie m'avait montré de faux reçus et des confirmations, tout en gardant l'argent réel que nous versions sur le compte joint. J'ai envoyé un SMS à Nathalie disant que nous devions parler de toute urgence. Elle a répondu qu'elle était au travail mais qu'elle pourrait me retrouver pour le dîner. J'ai répondu par SMS que je venais à l'hôpital pour l'emmener déjeuner et que je n'accepterais pas de non comme réponse. 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant qu'elle ne réponde qu'elle ne pouvait pas partir pendant sa garde, mais qu'elle viendrait à mon appartement après le travail. Ce délai était suspect. Si elle travaillait vraiment à l'hôpital, elle pouvait prendre une pause déjeuner. J'ai conduit à l'hôpital quand même, et je me suis garée là où je pouvais surveiller l'entrée du personnel. J'ai attendu 4 heures, et je ne l'ai jamais vue. Mon téléphone a sonné vers 6 heures. C'était le service des fraudes de ma banque. Ils avaient détecté une activité suspecte sur le compte chèque joint. Quelqu'un avait tenté de transférer les 20 000 $ restants vers un compte offshore. Le transfert avait été signalé automatiquement et bloqué en attendant vérification. J'ai confirmé que je n'avais pas autorisé le transfert et ils ont gelé le compte immédiatement. J'ai demandé s'ils pouvaient me dire d'où venait la demande de transfert et la représentante a dit qu'elle provenait d'une adresse IP dans mon immeuble d'appartement, effectuée il y a 30 minutes. Nathalie était allée chez moi pendant que j'étais à l'hôpital. Je me suis précipitée à mon appartement et j'ai trouvé ma porte d'entrée entr'ouverte. À l'intérieur,
Mon ordinateur portable avait disparu ainsi que mon disque dur externe qui contenait les sauvegardes de tous mes documents financiers et mots de passe. Le dossier que Gareth m'avait donné manquait également sur la table basse où je l'avais laissé. Nathalie était passée chez moi et avait pris tout ce qui pouvait m'aider à la traquer ou à prouver sa fraude. J'ai appelé la police et j'ai déposé un rapport en leur montrant les articles de journaux sur mon téléphone provenant des recherches du détective. L'officier qui a répondu semblait sceptique au début, mais a pris le rapport au sérieux quand j'ai expliqué la tentative de virement bancaire et la disparition de l'ordinateur portable. La détective assignée à mon cas était une femme nommée Rita Faulkner qui travaillait sur des affaires de fraude depuis 15 ans. Elle a tout écouté, a regardé les photos des articles de journaux que j'avais photographiés avant que Nathalie ne vole le dossier et a dit qu'elle avait déjà vu des cas similaires. Elle a dit que les femmes comme Nathalie étaient difficiles à poursuivre car elles étaient habiles à créer un déni plausible et disparaissaient souvent avant que des accusations ne soient déposées. Elle a dit que ma meilleure chance de récupérer de l'argent serait de porter plainte immédiatement et d'espérer qu'il puisse la localiser avant qu'elle ne quitte l'État. J'ai appelé Gareth et je me suis excusée, pleurant au téléphone pendant que j'admettais qu'il avait eu raison sur tout. Il est resté silencieux un moment avant de dire « J'arrive tout de suite ». Ne fais rien jusqu'à ce que je sois là. Il est arrivé en 20 minutes et m'a pris dans ses bras pour la première fois depuis que nous étions adolescents. Il a dit qu'il avait eu peur que je ne le croie pas avant qu'il ne soit trop tard, qu'il ne dormait plus à force de voir Nathalie me détruire comme elle l'avait fait avec ses autres hommes. Il a dit que le détective privé avait trouvé l'une de ses précédentes victimes qui avait accepté de nous parler, un homme nommé Philip Thornton, qui avait été la première personne citée dans l'article sur l'affaire de Sacramento. Gareth a appelé Philip pendant que j'écoutais. Philip a dit que Nathalie était la menteuse la plus convaincante qu'il ait jamais rencontrée, que même après lui avoir perdu 300 000 $, il avait presque cru quand elle avait appelé en pleurant et en prétendant qu'il y avait eu un malentendu. Il a dit qu'elle avait disparu pendant 2 ans après l'avoir volée et qu'il avait fini par abandonner l'idée de la retrouver. Il a dit que si elle refaisait le même coup à quelqu'un d'autre, cette personne devait protéger ses actifs immédiatement, car elle prendrait tout ce qu'elle pourrait dès qu'elle se sentirait menacée. Il a dit que porter plainte était une bonne chose, mais que la récupération serait presque impossible car elle aurait caché l'argent dans des comptes sous différents noms. J'ai demandé à Philippe comment il avait fini par accepter la vérité sur elle. Il a dit qu'il lui avait fallu 6 mois de thérapie pour assimiler que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais réellement existé, que chaque moment qu'ils avaient partagé avait été une performance conçue pour le manipuler. Il a dit que le pire n'était pas d'avoir perdu l'argent, mais d'avoir perdu sa capacité à faire confiance à son propre jugement sur les gens. Il a dit qu'il faisait encore des cauchemars où elle revenait en prétendant l'aimer et qu'il devait se réveiller en se rappelant que tout n'était que mensonge. Sa voix tremblait quand il m'a dit de me protéger émotionnellement, car la trahison ferait plus mal que n'importe quelle perte financière. La détective Faulkner a appelé ce soir-là pour dire qu'ils avaient obtenu un mandat d'arrêt contre Nathalie et qu'ils la recherchaient activement. Elle a dit que l'appartement de Nathalie avait été complètement vidé. Aucun meuble ni effet personnel n'avait été laissé. Le gérant de l'immeuble avait dit que des déménageurs étaient venus le matin même et avaient tout emporté sous la surveillance de Nathalie. Elle avait laissé ses clés et avait disparu. Son téléphone tombait directement sur sa messagerie et sa voiture n'était à aucun de ses emplacements connus. Faulkner a dit que cela correspondait au schéma de ses disparitions précédentes et qu'il vérifiait les gares routières, les aéroports et les gares ferroviaires pour trouver la moindre trace d'elle. J'ai passé cette nuit-là chez Gareth parce que je ne supportais pas d'être seule dans mon appartement. Nous sommes restés éveillés à discuter de tous les signes que j'avais manqués, de tous les moments qui auraient dû déclencher une suspicion. Gareth a dit qu'il avait commencé à avoir des doutes lors de la fête de fiançailles quand il avait entendu Nathalie poser des questions détaillées sur la succession de ma grand-mère. Il trouvait le timing étrange étant donné que ma grand-mère n'était pas encore décédée. Il avait commencé à faire attention après cela et avait remarqué comment Nathalie orientait les conversations vers mes finances et la richesse de ma famille.
Il a dit que les gens normaux ne parlaient pas autant d'héritage et de comptes d'investissement au cours d'une conversation décontractée. Le lendemain matin, j'ai rencontré une avocate recommandée par mon père. Elle s'appelait Diana Pacheco et était spécialisée dans les affaires de fraude. Elle a tout examiné et a dit que j'avais un dossier solide pour des poursuites pénales, mais que la récupération financière dépendrait de s'il trouvait Nathalie et si elle avait encore accès à l'argent volé. Elle a dit que ma meilleure protection maintenant était d'alerter immédiatement toutes mes institutions financières, de changer chaque mot de passe et question de sécurité, et de surveiller quotidiennement mes rapports de crédit pour toute activité frauduleuse. Elle a dit que les femmes comme Nathalie avaient souvent des complices qui continuaient à tenter d'accéder aux comptes des victimes, même après la disparition de l'arnaqueuse principale. Diana m'a aidé à déposer des ordonnances restrictives et des alertes à la fraude auprès des 3 bureaux de crédit. Elle a contacté les prestataires du mariage en mon nom pour expliquer que le mariage était annulé pour cause de fraude et que tous les paiements soi-disant effectués par Nathalie Westbrook étaient probablement frauduleux. Elle a négocié le remboursement des petits acomptes que j'avais réellement payés et a obtenu des déclarations écrites des prestataires confirmant qu'ils n'avaient jamais reçu les paiements intégraux que Nathalie prétendait avoir versés. Ces déclarations aideraient à prouver son intention de me frauder lors du procès, en supposant qu'il la trouve un jour. 2 jours plus tard, ma société de cartes de crédit a appelé pour un achat suspect. Quelqu'un avait tenté d'ouvrir une nouvelle carte de crédit en utilisant mes informations et l'adresse de facturation d'un hôtel à Las Vegas. La demande avait été refusée à cause de l'alerte à la fraude, mais cela confirmait que Nathalie essayait toujours activement de me voler. La détective Faulkner a dit que c'était en fait une bonne nouvelle, car cela leur donnait un lieu où concentrer leurs recherches. La police de Las Vegas a été informée et vérifiait les hôtels de la zone d'où provenait la demande de carte. Mes parents sont finalement rentrés de leurs vacances en Europe, où ils étaient injoignables pendant la crise. Ma mère a été horrifiée quand j'ai tout expliqué et mon père était furieux. Il a dit qu'il se doutait que quelque chose n'allait pas au vu de la rapidité avec laquelle la relation avait évolué, mais qu'il n'avait pas voulu interférer dans ma vie personnelle. Il a dit qu'il avait failli interroger Gareth sur ses inquiétudes, mais qu'il les avait balayées, pensant qu'il s'agissait d'une paranoïa fraternelle typique. Ma mère s'est excusée de ne pas avoir remarqué les signaux d'alerte, disant qu'elle était si heureuse que j'ai trouvé quelqu'un qu'elle avait ignoré ses propres instincts lors de certaines conversations avec Nathalie. La date du mariage est arrivée et est passée. Je l'ai passée chez moi avec ma famille, essayant de ne pas penser au fait que j'avais été à 48 heures de me lier légalement à une escroc professionnelle. L'héritage de ma grand-mère avait été transféré en toute sécurité sur mes comptes qui étaient maintenant gelés en attendant l'enquête pour fraude. Diana avait dit que tout geler était extrême et nécessaire jusqu'à ce qu'ils connaissent toute l'étendue du stratagème de Nathalie. Elle a dit que certaines victimes découvraient que leur identité avait été volée et utilisée pour ouvrir des dizaines de comptes frauduleux, ce qui prenait des années à démêler. 3 semaines après la disparition de Nathalie, la détective Faulkner a appelé avec une mise à jour. La police de Las Vegas l'avait trouvée dans un hôtel-casino utilisant une fausse identité au nom de Nathalie Wade. Elle avait été arrêtée et était maintenue en détention sans caution en raison des mandats d'arrêt en cours dans plusieurs États. Faulkner a dit que Nathalie avait initialement tout nié mais avait fini par admettre les affaires de Sacramento et de Seattle lorsqu'elle avait été confrontée aux preuves. Elle a prétendu que mon cas était différent parce qu'elle était sincèrement tombée amoureuse de moi et qu'elle avait prévu de rendre l'argent après le mariage. Faulkner a dit qu'il s'agissait d'une tactique de manipulation courante et que Nathalie avait raconté des histoires similaires à ses précédentes victimes. J'ai demandé s'ils avaient récupéré une partie de l'argent volé et Faulkner a dit qu'ils avaient trouvé 38 000 millis, en possession de Nathalie plus 70 000, supplémentaires sur des comptes bancaires sous divers noms. Elle a dit qu'ils traquaient toujours le reste et qu'il était possible que Nathalie ait des complices qui détiennent de l'argent supplémentaire. Elle a dit qu'une récupération financière totale était peu probable mais qu'ils feraient de leur mieux. Elle m'a prévenu que le processus judiciaire prendrait des mois, voire des années, et que je ne devais pas m'attendre à une résolution rapide.
L'audience préliminaire a été fixée 6 semaines plus tard. Diana m'avait préparé à ce qui m'attendait, m'expliquant que Nathalie plaiderait probablement non coupable et essaierait de se faire passer pour une victime des circonstances ou d'un malentendu. Elle a dit que l'avocat de la défense de Nathalie essaierait de soutenir que la relation avait été sincère et que toute irrégularité financière était une erreur honnête plutôt qu'une fraude intentionnelle. Diana a dit que mon témoignage serait crucial pour établir le schéma de tromperie et montrer que Nathalie n'avait jamais eu l'intention de m'épouser mais n'en voulait qu'à mon héritage. J'ai demandé à Diana comment elle pouvait se défendre alors qu'il y avait des preuves claires qu'elle avait fait le même coup à plusieurs hommes. Diana a dit que les affaires précédentes ne pouvaient pas être utilisées pour prouver la culpabilité dans mon cas sans fondement juridique approprié et que chaque cas devait être prouvé par ses propres mérites. Elle a dit que la bonne nouvelle était que nous avions des preuves solides incluant les fausses déclarations d'emploi, le faux compte d'épargne à haut rendement, la tentative de virement et sa disparition juste avant le mariage. Elle a dit que l'accusation était convaincue de pouvoir prouver hors de tout doute raisonnable que Nathalie m'avait escroqué. Philippe Thornton a accepté de témoigner de son expérience avec Nathalie, tout comme David Nguyen de Seattle. Les deux hommes ont fait le voyage pour me rencontrer, moi et le procureur, partageant les détails de la façon dont Nathalie avait opéré avec eux. Les similitudes étaient frappantes, jusqu'aux phrases spécifiques qu'elle avait utilisées et aux histoires qu'elle avait racontées. Philippe a dit qu'elle lui avait raconté la même histoire sur le fait d'avoir grandi en famille d'accueil et d'avoir changé de nom pour échapper à un passé trouble. David a dit qu'elle avait utilisé l'excuse identique de vouloir combiner les finances avant le mariage pour montrer son engagement et sa confiance. Entendre leurs histoires était à la fois validant et déchirant, sachant que j'avais suivi un scénario qu'elle avait perfectionné à travers de multiples victimes. Le procureur était une vétérante nommée Judith Alvarez, qui avait traité des affaires de fraude majeure tout au long de sa carrière. Elle m'a rencontré plusieurs fois pour préparer le procès et a dit que notre cas était plus solide que la plupart car nous avions attrapé Nathalie avant qu'elle ne vole la majeure partie de mon héritage. Elle a dit que si je l'avais épousée, Nathalie aurait eu droit à la moitié de mes actifs lors d'un divorce, ce qui aurait rendu les poursuites plus compliquées. Elle a dit que l'intervention de Garrett m'avait littéralement sauvée de la perte de millions de dollars et d'années de bataille juridique. J'ai rendu visite à Garrett la veille de l'audience pour le remercier proprement. Il a balayé mes remerciements, disant que c'est ce que les frères font les uns pour les autres. Je lui ai demandé pourquoi il avait été si méfiant envers Nathalie quand tout le monde était charmé par elle. Il a dit qu'il avait passé des années en thérapie à travailler sur ses problèmes de paranoïa et qu'il avait appris à faire la distinction entre une anxiété irrationnelle et de véritables signaux d'alarme. Il a dit qu'avec Nathalie, il y avait trop d'incohérences dans ses histoires, trop d'intérêt pour mes finances, trop de pression pour accélérer la relation. Il a dit que son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne trouve les preuves spécifiques. L'audience a été surréelle. Voir Nathalie au tribunal portant une combinaison orange au lieu des vêtements de marque qu'elle portait toujours, voir ses mains menottées au lieu de tenir les miennes, voir son visage inexpressif au lieu d'être animé par les fausses émotions qu'elle jouait si bien. Elle m'a regardé une fois en entrant dans la salle, et j'ai vu quelque chose de froid dans ses yeux, quelque chose qui avait toujours été là mais que j'avais été trop entichée pour reconnaître. La femme que je pensais aimer n'avait jamais existé. Cette étrangère menottée était la vraie personne derrière le masque. L'avocat de Nathalie avait soutenu que la relation était réelle et que les complications financières ne prouvaient pas la fraude. Il a dit que les gens dans une relation faisaient tout le temps des erreurs, avec l'argent sans intention criminelle. Il a dit que Nathalie prévoyait de m'épouser et que partir avant le mariage n'était qu'un coup de tête plutôt que la preuve d'une escroquerie. Judith a systématiquement détruit chaque argument avec des preuves montrant le schéma répétitif chez les multiples victimes, le faux emploi, les faux comptes, la tentative de vol et la disparition avec mes biens. Le juge a refusé la caution et a fixé une date de procès pour 3 mois plus tard. En sortant du tribunal, j'ai été approchée par une journaliste qui couvrait l'affaire. Elle a demandé une interview et j'ai refusé. Diana avait dit que l'attention médiatique pouvait compliquer le procès et qu'il valait mieux rester discret jusqu'au verdict.
La journaliste a dit que d'autres victimes commençaient à se manifester après avoir vu la couverture médiatique de l'arrestation de Nathalie. Elle a dit qu'il pourrait y avoir 8 ou 9 hommes dans différents États qui avaient été ciblés par Nathalie au cours des 7 dernières années. L'ampleur de son opération était plus grande que ce que même le détective privé avait découvert. Le procès, 3 mois plus tard, a duré 2 semaines. J'ai témoigné pendant une journée entière, racontant comment Nathalie et moi nous étions rencontrés, comment la relation s'était développée, comment elle avait gagné ma confiance, comment elle s'était positionnée pour accéder à mon héritage. J'ai décrit la découverte du dossier de Gareth et la réalisation que tout n'était que mensonge. J'ai expliqué l'argent manquant, les faux comptes, les biens volés. L'avocat de Nathalie a essayé de me faire passer pour un riche paranoïaque qui avait eu peur de s'engager et qui essayait maintenant de punir une femme innocente, mais les preuves ont été accablantes. Philippe et David ont témoigné de leurs expériences. 3 autres victimes qui s'étaient manifestées après l'arrestation ont également témoigné. Le schéma était indéniable. Nathalie gérait une escroquerie sophistiquée à long terme ciblant des hommes célibataires riches, gagnant leur confiance grâce à une identité élaborée, les pressant au mariage, volant ce qu'elle pouvait et disparaissant. La procureure a présenté des preuves montrant que Nathalie avait fait des recherches sur ma situation financière en ligne pendant des mois avant que nous nous rencontrions, prouvant la préméditation. Elle connaissait la vente de ma start-up avant de m'approcher dans le café où nous nous étions soi-disant rencontrés par hasard. La défense a appelé Nathalie à témoigner pour sa propre défense. Elle a pleuré à la barre, affirmant qu'elle m'aimait sincèrement et qu'elle avait fait des erreurs avec l'argent mais n'avait jamais eu l'intention de frauder. Elle a dit que son enfance difficile lui avait donné des problèmes de confiance envers les finances et qu'elle essayait de se protéger. Elle a dit que partir avant le mariage avait été une panique face à l'engagement, pas une fuite après un vol. Le contre-interrogatoire de Judith a été brutal, reprenant chaque victime précédente et demandant à Nathalie d'expliquer les schémas identiques. Nathalie a prétendu que les autres relations étaient différentes et sans rapport. Judith a alors produit des preuves montrant que Nathalie avait fait des recherches sur la valeur nette de ma grand-mère et les détails de sa succession des semaines avant que nous ne nous rencontrions, détruisant toute affirmation selon laquelle notre relation était organique ou authentique. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Le verdict a été coupable de tous les chefs d'accusation, fraude, vol, usurpation d'identité, vol qualifié. Le juge a fixé la condamnation à 2 semaines plus tard et a maintenu Nathalie en détention. Elle m'a regardée une dernière fois alors qu'on l'emmenait hors de la salle d'audience, et cette fois il n'y avait aucune émotion sur son visage, pas de larmes, pas d'excuses, aucune reconnaissance de la dévastation qu'elle avait causée, juste un calcul froid sur la façon de jouer son prochain coup. Même dans la défaite, elle jouait la comédie. Le jour de la sentence a apporté un moment de justice à la fois satisfaisant et amer. Le juge a condamné Nathalie à 8 ans de prison, citant le schéma étendu de fraude sur de multiples victimes et les dommages psychologiques infligés à ses cibles. Elle a ordonné à Nathalie de verser une restitution intégrale à toutes les victimes. Bien que Diana m'ait prévenu que la récupération réelle serait minime, puisque Nathalie avait dépensé la majeure partie de l'argent volé pour maintenir ses diverses fausses identités. Le juge a dit dans ses remarques que les personnes comme Nathalie représentaient un type particulier de prédateur qui exploitait la vulnérabilité émotionnelle pour un gain financier et que la sentence devait refléter à la fois la punition et la dissuasion. Je me suis tenue devant le tribunal après avec Gareth, mes parents et les autres victimes qui avaient témoigné. Philippe a dit qu'il ressentait enfin une certaine clôture après 3 ans. David a dit que de l'avoir menotté lui redonnait foi en la justice. Nous avons échangé nos coordonnées et formé un groupe de soutien pour les personnes victimes de fraude sentimentale à long terme. Diana a dit que c'était étonnamment courant et que nos histoires pourraient aider d'autres à reconnaître les signaux d'alerte avant de tout perdre. Elle nous a mis en contact avec un documentariste qui voulait explorer comment les escroqueries sophistiquées opéraient dans le monde des rencontres. 18 mois après que tout a implosé, je suis assis dans mon nouvel appartement,
à l'autre bout de la ville par rapport à l'endroit où je vivais quand j'ai rencontré Nathalie. J'ai déménagé pour créer une distance physique avec les souvenirs et repartir à zéro. La thérapie a aidé à traiter la trahison et à reconstruire ma capacité à faire confiance à mon propre jugement. Mon thérapeute a dit que le traumatisme lié à ce type de manipulation prenait souvent des années à guérir complètement parce qu'il attaquait les fondements de la connexion humaine et de l'intimité. Je suis sortie quelquefois de façon décontractée, mais je n'étais pas prêt pour quelque chose de sérieux. L'héritage de ma grand-mère reste investi en toute sécurité, géré par des professionnels que mon père a rigoureusement vérifiés. Gareth et moi nous parlons presque tous les jours maintenant, et je me suis encore excusée pour toutes les fois où j'ai balayé ses inquiétudes au fil des ans. Il a fait carrière en tant que consultant en sécurité, conseillant les personnes riches sur la façon de se protéger de diverses arnaques, utilisant ce qu'il a appris de mon cas pour aider les autres. Le documentaire sur Nathalie et ses victimes a été diffusé sur une plateforme de streaming majeure, suscitant des discussions sur les escroqueries amoureuses et la sophistication de la fraude moderne. Je l'ai regardé une fois et je ne veux plus jamais le revoir, mais savoir qu'il pourrait empêcher quelqu'un d'autre de devenir une victime rend l'exposition utile. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pour ne pas manquer la prochaine histoire.